poussé à vouloir briguer la magistrature suprême. Analyse, décryptage dans cette émission à suivre. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous accompagne ce soir Herman Aboua. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir tout le monde. Barry, docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir particulier à un jeune étudiant qu'on appelle Hervé Roland qui m'a offert un livre que je cherchais depuis des années. Donc je profite pour lui faire un coucou. Merci beaucoup. Marius Komoré, bonsoir et merci. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. C'est donc un entretien que tout le monde a pu suivre. Tidiane Thiam s'est ouvert et a parlé de ses raisons qui le poussent à rentrer en politique et surtout à vouloir devenir président de la République de Côte d'Ivoire. On reviendra dans cette émission sur 4 vidéos principales qui ont attiré notre attention. Avec nos amis, nous ferons donc le décryptage de ces points-là. Mais avant, docteur Barry, revenons sur le timing et ensuite l'opportunité d'une telle interview. D'accord, merci Christelle. Je pense que l'intervention de M. Tidiane Thiam intervient dans un contexte politique chaud. On a assisté au lancement des parrainages, on a assisté du moins au lancement du dépôt des candidatures à la présidentielle, mais aussi nous sommes dans un contexte où le nouveau front commun entre le PPACI et le PDCI projette organiser une manifestation le 2 août prochain. Et nous sommes aussi à moins d'1 mois de la date butoir du dépôt des candidatures et de la fin des parrainages. Donc voici un peu le condensé politique dans lequel on évolue. Et c'est dans ce cadre-là, M. Tidiane Thiam, qui ces derniers temps avait quand même été un peu silencieux, a pris la parole dans le cadre d'une interview accordée à un de nos confrères. Il a certainement saisi l'opportunité pour parler à ses militants, mais aussi pour s'exprimer sur un certain nombre de points. Mais comme on va revenir sur le fond de l'interview, je pense qu'au niveau du contexte, voici un peu le contexte dans lequel intervient son intervention. Très bien. Intervention opportune, il le fallait à quelques mois de l'élection? Bon, pour un homme politique, je pense qu'il faut ce genre d'initiative. Maintenant, est-ce que l'initiative qui a été prise répond aux attentes ou quels résultats politiques sont partis et lui vont engranger? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'on va se pencher dessus dans le cadre de la forme. Herman, justement, revenons sur la forme. Votre réaction avant de rentrer dans le fond avec les extraits. Moi, je pense que le président du PDC-RDA nous fait découvrir son vrai moi. C'est-à-dire c'est lui qui est au départ du jeu, qui avait dit qu'il fallait de la politique mesurée et autres. La politique autrement. La politique autrement. Autrement, c'est le terme. Je ne sais pas si, avec ce qu'on a bien pu voir, c'est l'expression de la politique autrement. Moi, je pense que les jours s'égrènent. La présidentielle, Barry l'a dit, avance. La date butoir de dépôt des candidatures, c'est le 25 août. Il fait la même constat qu'il n'est toujours pas sur la liste électorale, donc il ne peut être éligible, donc il ne peut pas être candidat. Et l'idée de plan B au PDC comme plan de précaution ailleurs, apparemment, ça ne l'intéresse pas. Donc ça l'énerve, ça l'agace. Et il est un peu dévasté, je pense. Quand je l'ai vu, j'ai suivi toute l'interview, c'est comme si c'était un éléphant qui était dans une chambre de porcelaine. La chambre de porcelaine, donc il casse tout et vraiment, il a tout cassé. Il y a aussi, on pourrait dire qu'il est dans, comme si c'était dans une arène de fou. La politique sous nos tropiques, c'est pas du bonbon qu'on donne à des enfants. Pourquoi ce point, justement? Oui, mais parce que il a voulu faire la politique autrement. Il constate qu'il faut qu'à un moment donné, lui-même, il se comporte un peu comme un fou.
Non, pas comme un fou. Non, pas quand du je tout. parle de la reine de fou, parce que tout ce qu'il a dit, c'est des reproches qu'il faisait. Mais c'est bon à expliquer également. Qu'il faisait aux autres. Non, il ne comprend pas pourquoi on fait ça. Mais c'est la politique, mon frère. Tu veux être à un certain niveau de responsabilité dans ce pays-là, il faudrait que tu puisses garder ton calme. Et ça, je n'ai pas suffisamment trouvé ça dans le président du PDCRDA. Il était très, très nerveux. À la limite, je me dis, mais si c'est comme ça qu'il est dans sa vie quotidienne, ça peut faire un peu peur. Plein de mots orduriers, pour prendre aussi son terme. Traiter une femme d'ordure. On reviendra sur le fond. Marius, comment est votre point, justement, commentaire? Déjà sur la forme. Alors, sur la forme, M. Tidiane Thiam avait promis à l'ensemble des Ivoiriens qu'il viendrait, et Herman l'a bien souligné, qu'il viendrait dans l'arène politique ivoirienne pour faire de la politique autrement. Or, la politique autrement, c'est loin d'être la gestion d'une entreprise, comme il en a eu l'habitude au niveau international, avec ces grandes firmes qu'il a eu à gérer, avec des réussites ou des réussites assez moins. Mais toujours est-il qu'il faut rappeler que être leader politique sous nos cieux, et même partout dans le monde, ce n'est pas lié à une fonction. Ce n'est pas non plus lié à un titre officiel. Être un leader, c'est plutôt un ensemble de comportements, un ensemble d'attitudes que l'on se doit d'avoir dans la perspective justement de donner envie à tout le monde d'espérer en vous, de donner envie, sinon de croire en votre leadership. Dans le cas d'espèce, le leader doit pouvoir porter un projet ou sinon partager un projet et il doit se faire confiance pour amener les autres à avoir confiance en lui. Quand on a dit tout ça et qu'on a écouté toute l'interview accordée à cet autre journaliste de nos médias panafricains, Alain Foka, on se rend compte que M. Tidiane Thiam n'est pas véritablement le leader politique qui est venu dans l'arène politique ivoirienne pour faire la politique autrement. Il est tombé assez bas, non seulement par les propos qu'il a tenus, mais on a trouvé qu'il était très agacé sur certaines questions. Il semblait très amer. Quelles sont les raisons, justement, selon vous? Mais les raisons sont le fait que, d'un côté, le fait qu'il ne figure pas sur la liste électorale, le fait que monsieur le président, à se dire, le président Ouattara lui a fait a échangé avec lui en privé et lui a fait entendre un certain nombre de propos qui n'ont pas été respectés. On reviendra sur tous ces points. Et puis, on s'est rendu compte, comme l'a dit Herman, le plan B, tel que le souhaite une bonne partie des militants du PDCI aujourd'hui, n'est pas du tout la chose qu'il partage. Pour lui, c'est du Thiam. Et après Thiam, plus rien, personne. C'est-à-dire, lui, Thiam ou personne. Merci Alors, beaucoup. moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Pourtant, je le disais sur ce plateau et je termine là. On ne vient pas dans un parti tout seul. On est tous des intellectuels, des cracks, des intellectuels, des brillants cadres. On est tous membres d'un parti et on adhère au parti et à ses idéaux en fonction justement de notre sensibilité politique. Comment se fait-il que toi qu'on t'a choisi, si toi tu n'es pas là, nous on ne doit pas être là? Très bien. Merci beaucoup. On reviendra sur le fond. Daouda Coulibaly, on regarde rapidement la forme. Un point peut-être sur le timing. Ouais, pourquoi pas. Christelle, comme vous tous, hein, j'ai écouté l'interview de Thiam, pratiquement 53 minutes. J'ai envie de dire 1 heure, parce qu'en télé, il n'y a pas de 1 heure juste, c'est 52 ou 53. 53 minutes, je m'attendais à un moment d'élévation. Quand je regarde la carrure, l'ossature, les diplômes, le QI de l'homme, mais j'ai plutôt pris une claque en plein visage. Parce que l'interview de Tidiane Thiam, c'était véritablement une vraie déception. Et j'ai eu beaucoup d'amertume. Parce que 53 minutes, pour moi, c'était une fois à la condescendance, une fois au mépris et une fois à la suffisance. Je pense que quand un homme qui... Il faut quand même expliquer, c'est pas un peu trop poussé. Je vais en venir. Non, vous allez comprendre. Parce que comment est-ce que vous arrivez à vous imaginer qu'un homme qui aspire à diriger des Ivoiriens peut s'arroger le droit de traiter d'imbéciles, d'idiots,
d'ordures, d'imbéciles et d'idiots, ses concitoyens, qui n'ont juste fait que des analyses, qui n'ont juste fait que l'orienter sur sa démarche, mais il les a traités d'idiots et d'imbéciles. Donc, cela remet en question l'attitude d'un homme qui veut diriger les Ivoiriens. Mais je me suis posé une question. Thiam, parce qu'il a parlé de son esprit managérial, il a été manager de X, Y, Z, entreprise de... Il a dit quoi, le fond... On ne descend pas dans le fond, j'espère. Je ne suis pas dans le fond. Très bien. Donc, je veux dire, est-ce que le grand manager qu'est Tidiane Thiam aujourd'hui a-t-il oublié les 4 valeurs cardinales du leadership? Très bien. La première valeur, c'est la sagesse. C'est-à-dire peser ses mots, élever le niveau du débat. Parce que la critique, aussi acerbe soit-elle, elle est consubstantielle de la liberté d'expression et fait partie intégrante de la démocratie. La deuxième valeur, c'est la force morale. La force morale, c'est de rester digne face aux contradictions. Nous sommes tous sur ce plateau ici. On est tous critiqués autant que nous sommes. On est tous insultés autant que nous sommes, mais nous restons dignes face à l'adversité. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ne s'agit pas de disqualifier ceux qui nous critiquent, en fait, parce que ça nous permet aussi de nous remettre en question. La troisième des choses, c'est la tempérance. Je parlais de colère tout à l'heure. J'ai vu un manager qui n'avait aucune tempérance. Aucune tempérance. M. Tidiane Thiam partait dans tous les sens. Je me suis demandé, c'est le même gars de Polytechnique, là? C'est le même gars de McKinsey. Ah, gare, mais je veux dire... C'est la même personne qu'on nous a vendu de Crédit Suisse, des plus grands trucs du monde. Je me suis posé la question. Mais pour terminer, en conclusion, sa sortie aussi brutale, pour moi, n'est pas seulement une erreur de communication, mais ça pose une question profonde. Est-ce que Tidiane Thiam a-t-il vraiment compris, ou bien connaît-il vraiment les Ivoiriens pour gouverner ce pays-là, quand on connaît sa diversité et sa complexité? Je me pose des questions. Très bien, merci beaucoup. On essaiera en même temps, hein, vous êtes là pour donner des réponses. Regardons, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, donc la première vidéo que nous avons prévue pour vous. Il s'agit donc du décryptage. On va décrypter juste cette vidéo-là où le présentateur, le journaliste, a eu donc à faire la comparaison donc, avec le président Alassane Ouattara. Regardez. Il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Gbagbo, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédia. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour. Être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, parce que moi j'ai fini, ce 3e mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous aviez promis... Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. S'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains, c'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Voilà, alors j'avais donc annoncé la comparaison, c'est plutôt la vidéo qui parle de la rencontre avec le président Alassane Ouattara et puis les échanges qui se sont suivis. Docteur Barry, analyse, décryptage. D'accord, Christelle, je vais commencer mon intervention par une assertion d'un ancien ministre français de l'Intérieur qu'on appelle Charles Pasqua. Il disait ceci de façon ringard: les promesses n'appartiennent qu'à ceux qui y croient. C'est Charles Pasqua qui le disait pour dire qu'en politique, les promesses qu'on vous fait, soit vous êtes naïf, vous y croyez, ou vous les prenez avec des pincettes. Dans le cas de M. Tidiane Thiam, ce qui m'a un peu amené à m'interroger sur ses propos, à ce que je sache, M. Tidiane Thiam n'est pas membre du RHDP. C'est-à-dire, pourquoi ce point, Dr Barry? Non, le président Alassane Ouattara, c'est qui? C'est le président de la République des Côtes d'Ivoire. Il est président du RHDP. Il est censé être candidat ou pas du RHDP. M. Tidiane Thiam est membre du PDCI-RDA. À l'époque, il n'est pas président du PDCI, il n'est pas encore élu. Et demande donc justement à savoir... Il va voir un adversaire politique et il lui demande les intentions de cet adversaire. Moi-même, à la place du président Ouattara, je ne vais pas lui donner ma carte.
Pourquoi? Non, mais c'est la politique. Tu es un adversaire politique. Tu n'es pas militant de mon parti. Donc, je ne vais pas te donner mon secret. Tu n'es pas mon intime. Lui-même, plus loin, il dit qu'en réalité, il ne connaît pas le président Ouattara. Il le dit plus loin. Et donc, vous partez voir le président de la République. C'est bien. C'est un aîné. M. Augustin Thiam est membre. Si le président Ouattara avait fait la promesse à M. Augustin Thiam, qui est membre du RHDP, on aurait compris la logique. Puisque c'est un cadre, il peut postuler à la présidence du parti, il peut postuler à la présidence de la République. Mais un potentiel adversaire politique, aussi ami, aussi proche soit-il, il va voir un autre adversaire politique et lui demande, Monsieur le Président, si vous ne voulez pas être candidat, je vais être candidat. Mais écoutez, Christelle, ça c'est élémentaire en politique en fait. Quand vous le dites, vous vous présentez vous-même, M. Thiam, en position de faiblesse. Ça veut dire que si Alassane Ouattara annonce sa candidature, il vous disait qu'il est candidat, vous n'allez pas vous représenter. Donc, en réalité, vous partez au PDCI. Pourquoi? Parce que vous pensez que Ouattara n'allait pas candidater. Et si Ouattara candidate, qu'est-ce que vous faites? Donc, si réellement ce qu'il dit est vrai, c'est qu'il s'est laissé avoir. Il estime que justement, ce sera avec Herman, il estime que s'il avait eu, il avait eu la réponse, on n'aurait pas eu justement tout ce drame politico-judiciaire qu'on a connu. Une réaction? Moi je pense qu'il a eu un tête-à-tête, comme il le dit, avec le président. C'est vrai qu'on peut s'imaginer que c'est un peu naïf de poser la question à quelqu'un qui est président et qui peut lui-même avoir l'ambition de candidater, et surtout qu'on n'est pas de son appareil politique. Et moi, je pense que s'il le dit, c'est parce qu'en ce moment-là, il considérait certainement le président Ouattara comme un aîné, un père à qui il peut poser la question pour savoir en toute sincérité sa démarche. Parce que l'intention, on l'a bien vu dans la vidéo, l'intention dans son interview, quand il a croisé le président Ouattara, c'est de lui demander s'il voulait être candidat, s'il ne le voulait plus, en ce moment, il allait s'engager parce que pour lui, si le président Ouattara est candidat, ça serait très gênant pour lui de se candidater. Donc c'est un signe de respect. Donc s'il avait eu la réponse, il ne se serait pas engagé. On n'en sait rien. Mais s'il avait eu la réponse, comme il le dit, il dit que ça allait se passer autrement. Donc je pense qu'il faut, à ce niveau-là, nuancer l'intention. C'est pas de la naïveté, forcément. Ça peut être juste une certaine honnêteté. Maintenant, est-ce que c'est bien de venir présenter des confidences entre un chef d'État, parce qu'il en dit plusieurs. J'ai vu, il parlait de ceux qui lui envoyaient des notes pour l'informer. Il parlait même des gens de la police. Je ne pense pas qu'à ce niveau, l'armée et autres, là, je ne pense pas que ces gens de secrets-là ou bien de confidences... Est-ce que vous en parlez, on termine la phrase, de l'informer de quoi? Ils devraient l'informer par rapport à leur marche, ou même leur congrès qui devait se tenir, ça ne devait pas se tenir. Donc, il disait avoir en temps réel ce qui était en train de se fomenter au niveau du pouvoir contre eux, parce que la police, c'est certaines personnes de la gendarmerie lui donnent l'information. Mais c'est exposé, ces personnes-là. Je trouve qu'un homme politique, à un certain niveau, ne doit pas trop parler. Moi, je pense que son interview aujourd'hui, il pêche parce qu'il a trop parlé. C'est pourquoi il a pris l'image d'un éléphant dans une chambre de porcelaine. Il casse tout. Et pour moi, aujourd'hui, peut-être qu'un Thiam voit un peu que peut-être sa candidature est vraiment compromise. Parce qu'il faut être sur la liste électorale, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. La date butoir du dépôt des candidatures, c'est le 25 août de parrainage et autres. Il fait actuellement, par son parti, collecte des parrainages. Pour qui? Pour lui, pendant qu'il n'est pas sur la liste électorale, ce qui va être forcément jeté à la poubelle par la CEI, parce que ça ne respecte pas le process du processus, enfin le process électoral. Donc voilà, tous ces questionnements. Moi, je pense qu'il est arrivé à un moment de désespération et donc il casse un peu tout. Maintenant, pour la lucidité qu'il aurait pu avoir, qu'il peut avoir en tant que grand leader politique de son parti, c'est de penser à convoquer une convention extraordinaire dans l'urgence pour trouver un palliatif. Ça aurait pu le grandir. Parce que quand il parle de Billon qu'il ne veut pas, c'est vrai que... On va revenir à Billon, Herman. Allons-y pas par pas. Marius, comment est votre point déjà sur la première vidéo, la rencontre avec le président Alassane Ouattara et les confidences et les échanges qu'ils ont eus? C'est une déviation. J'en ai été attristé. Parce que, vous savez, les rencontres entre
de haute personnalité nécessite un minimum d'humilité et surtout de ne pas les exposer au vu au su de l'opinion publique. Il y a ce qui se dit en politique là. Pourquoi parle-t-on de secret d'État? Il y a ce que le peuple doit entendre et il y a ce que le peuple ne peut pas entendre. Il y a des actes qui sont posés par des leaders politiques au plus haut niveau du sommet de l'État, mais qui ne sont point relevés, ça ne doit pas sortir entre les quatre murs du palais. Il y a des gens qui travaillent exclusivement pour taire tout cela. Quand un chef d'État en exercice vous fait une confidence, il y a lieu. Vous voulez être candidat à une élection présidentielle, vous allez demander à un chef d'État, comme le disait Barry, qui est en exercice, s'il veut être candidat. D'ailleurs, le président Ouattara n'a pas encore donné son point de vue, il n'est pas encore candidat. Même si tout porte à croire, on attend tous qu'il annonce effectivement sa candidature. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est son parti qui exige qu'il soit candidat. C'est cela. Donc, d'où vient-il que M. Tidiane Thiam trouve qu'il est déjà candidat au point que M. Ouattara aurait pu lui dire qu'il voulait être candidat en ce moment, alors tout changerait pour lui. Mais lui, il est président d'un parti qui est opposé au parti de M. Ouattara. Donc, à l'époque, il n'était pas encore président. Bon, oui, mais il dit qu'il venait dans l'arène politique et il ne venait pas au RHDP. Il venait pour prendre la tête du PDCI-RDA. Or, il savait très bien, en venant prendre la tête du PDCI, que le PDCI était opposé au RHDP depuis Bédié. Bédié a fait sortir le PDCI des entrailles du RHDP sur des positions, sur des questions, des divergences de point de vue. Donc, depuis lors, le RHDP, en tant que parti unifié entre plusieurs partis, et le PDCI-RDA sont totalement... on va dire en bisbille, on va dire. Eh bien oui, en bisbille. Donc, alors d'où vient-il qu'on puisse aller demander conseil à un adversaire politique pour être candidat? C'est des erreurs. C'est des erreurs. Cela dit, il y a dit aussi beaucoup d'autres choses de ses rapports avec M. Ouattara sur la question de l'internationalisation de leurs fonctions. Non, non, on n'est pas encore arrivé là. Bon, si vous le dites. Mais il y a des choses que j'ai entendues de ce grand leader, j'allais dire de ce grand gestionnaire d'entreprise qui, pour moi, est loin d'être un grand homme politique. Très bien. Daouda, on termine ce point de la première vision avec vous. Bon, la première des choses, je pense que Barry parlait de naïveté. Moi, je ne dirais pas que c'est de la naïveté, mais je pense plutôt à de l'amateurisme politique, des très nouveaux en politique. Mais honnêtement, quand j'ai écouté le sonore de tout à l'heure, franchement, je peux me tromper, mais je doute de la véracité de ce qu'il a dit. Comment cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Bédié est décédé quand? En 2024. On doit remonter justement à cette date-là, selon vous? En 2023. Oui. Leur rencontre date de quand? C'est pas de 2024. 2022, je pense. Donc Bédié est encore vivant, prêt à la bataille, prêt à aller à l'abordage avec Alassane Ouattara. On sait que c'est difficile dans les deux. Mais lui, il a le temps de quitter la Suisse, il vient, tout et tout. Il discute avec le président Ouattara, il lui dit, OK, tu veux pas être président, je ne sais pas, est-ce que tu as envie d'être président ou pas, tout et tout. Candidat, je ne sais pas trop, voilà. Donc du coup, je pense que, en tant qu'analyste, et je pense que tous les Ivoiriens doivent regarder la chronologie aussi des faits. Donc moi, personnellement, ce côté-là, je pense avec beaucoup de pincettes, mais je continue mon analyse. Parce que je ne peux pas comprendre, comme Barry l'a si bien dit. On va courir là-dedans. Tu veux être candidat et c'est ton adversaire politique que tu t'en vas voir. Si tu n'es pas candidat, moi, je serai candidat. Mais c'est trop simple d'esprit, sérieusement. C'est trop simple. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, Ouattara, il est là, lors de leur congrès. Les militants du RHDP ont demandé clairement à Ouattara d'être leur candidat pour la présidentielle. Il leur a dit, je suis président du RHDP, oui, mais je suis aussi président de tous les Ivoiriens. Jusqu'à présent, il n'a pas encore donné sa réponse. Les seules personnes qui peuvent demander à Ouattara s'il va ou il ne va pas, où il veut, c'est le candidat du RHDP. Ce n'est pas à toi, militant du PDCI ou potentiellement candidat ou bien président du PDCI de demander cela. Mais sincèrement, sur la question, j'aimerais qu'on pose des questions. Moi, j'aimerais véritablement, au sortir d'ici, moi, je vais demander sérieusement, quand a eu lieu cette rencontre avec Tidiane Thiam et ses frères et le président,
pour qu'on sache, parce que Bédié est encore vivant. C'était en 2022. Donc, ça veut dire que, techniquement, Bédié était encore vivant et Tidiane Thiam conspirait dans le dos de Bédié pour récupérer sa place. C'est ce que ça veut dire simplement. C'est votre analyse conspirée, oui. C'est un peu fort, Daouda. Mais c'est le mot qui sied pour moi. Voilà. Très bien. Oui, on fait un point rapidement avec vous et puis on part à la seconde vidéo, messieurs. On ne peut pas parler de conspiration, parce que de toute façon, lorsque tout le monde savait, toute opinion savait que le retour de Tidiane Thiam, c'était pour eux son ambition d'être président du parti. D'être président de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire ça. Laissez-moi, je vais terminer. Non, tu ne peux pas dire ça. Daouda, on vous a écouté. Non, je vous en prie, messieurs. On vous a écouté, allons-y. Je pense bien que son retour, donc le dire, ce n'est pas conspirer. Même Bédié en était conscient. Même si il savait que cela devait se jouer dans le cadre du parti et que peut-être qu'à un moment, elle allait donner les nouvelles, le parti allait donner les nouvelles. Le président Bédié était conscient de quoi? Le président Bédié était conscient de quoi? Lorsque Tidiane Thiam venait, toute l'opinion savait, il y avait plusieurs années avant 2022, quand j'étais encore même aux États-Unis, qu'il avait des lieutenants sur le terrain ici qui travaillaient à revenir sur tout ce qu'il a fait ici. Donc, je veux dire que l'ambition de Tidiane Thiam de venir jouer un rôle au niveau du pays ici, il y a longtemps qu'il le prépare. Maintenant, sur le terrain, il peut frotter à certaines réalités qui montrent qu'on peut penser que la machine se rouille un peu, mais il ne faudrait pas qu'on occulte ce fait-là. Très bien. On vous a entendu, Daouda. Oui, mais très rapidement. Non, pas rapidement, Daouda. On vous a entendu, on a entendu Herman. Si on doit prendre un point... C'est sur mon point qu'on a entendu. Oui, d'accord, mais si on fait back-to-back, on ne va pas s'en sortir. Non, il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, j'ai dit, ce qu'il dit n'est pas vrai. Très bien. Il est important de le dire. D'accord, merci beaucoup. C'est pas vrai du tout. Daouda, s'il vous plaît. Seconde vidéo, observant donc sa réaction sur l'article 48 du Code de la nationalité. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Mais comment vous pouvez Je ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Ce monsieur Tioté, il avait pris la nationalité française. Il est toujours ivoirien, il est inscrit. À l'heure où je vous parle, nous l'avons prouvé à tous les journalistes, il est inscrit sur la liste électorale. Donc le précédent dont vous parlez, il n'existe pas. Donc je maintiens qu'en 64 ans, cette loi n'avait jamais été appliquée. Comment vous voulez que quelqu'un puisse imaginer qu'elle le sera? Elle n'a jamais été appliquée. Il y a des centaines de milliers de gens sur la liste électorale aujourd'hui qui sont des doubles nationaux. Alors comment expliquez-vous que ça arrive à vous? Ah, mais ça, il faut poser la question. Expliquez. Ça veut dire quoi concrètement? On tombe quelque part. Une loi, il y a 30 millions d'Ivoiriens. Il y a des millions de naturalisés. Vous pensez qu'on a peur de vous, que le président Ouattara a peur de votre candidature? Je pense qu'on a tout fait, nous on savait, je vais vous donner les noms, il y avait une équipe à peu près de 10 juristes qui a fouillé le droit ivoirien pour trouver un moyen de m'éliminer. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, je vous assure. S'il avait fallu dire que si on mesure plus d'un mètre 93... Mais pourquoi vous éliminez, vous? C'est toute personne qui est en position de gagner. Moi, si vous voulez qu'on regarde les sondages, on a fait des sondages qui sont publics, on les a publiés. Voilà. Messieurs, dans cette interview, dans cette partie-là, en tout cas, il semble ne pas comprendre l'existence de cet article-là. Personne, justement, dans l'auditoire qu'il avait à un certain moment, ne lui a parlé de cet article-là. Dr Barry, réaction. Christelle, moi, je vais prendre un exemple. Quand j'étais étudiant, je crois que c'était en Master 2, on a fait un cours intitulé « Les appareils idéologiques de l'État ». Et on devait parler de la justice. Oui. Mon professeur à l'époque, je ne sais plus si c'était le professeur Dédi Seri, mais je pense que c'était lui qui avait le cours. Et il nous a donné un exercice. C'est la première fois que j'ai rencontré l'article 48 du Code de nationalité. C'était en 2013-2014, si ma mémoire est bonne, si elle ne me force pas compagnie. Il nous a donné un exercice. L'exercice, c'était quoi? C'était un article de presse qui avait couvert le vote au Parlement en 1972, où le président Houphouët-Boigny avait proposé d'amender la loi, l'article 48, et les députés du PDCI, parti unique à l'époque, avaient voté contre la proposition du président. Je me souviens très bien de l'article de presse. Donc c'est pour vous dire quoi? Si moi, un citoyen lambda, étudiant de surcroît de son État, j'ai été emmené à rencontrer l'article 48 dans le cadre de vos études, dans le cadre de mes études, je comprends difficilement comment un homme comme M. Tidiane Thiam, qui a été directeur général du BNET, qui a été ministre du plan et du développement du président Henri Konan Bédié, ne puisse pas connaître
les lois, que ce soit le code des nationalités, que ce soit la Constitution. Maintenant, il dit dans son propos, je le prends au mot, qu'il a posé des questions à des journalistes Justement, qui disent ne pas connaître l'article. Oui. Est-ce que si vous ne connaissez pas une loi, ça veut dire que la loi n'existe pas? Elle existe bien évidemment. Et lui-même reconnaît subtilement que la loi existe, mais à un moment donné, à partir du moment où la loi, il suppose que la loi n'a jamais été appliquée, elle ne devait pas s'appliquer à lui. Parce que il estime que le cas Tioté n'a rien à voir justement avec le cas Tioté, la relation qu'on fait justement avec son cas. Oui. C'est un fait. Je pense qu'on a reçu ici des députés qui ont été dans ces situations-là. Je ne vais pas citer l'aîné qui est passé ici, qui était député, qui a dit clairement que lui, il a renoncé à sa nationalité française en 2020 parce qu'il avait des ambitions présidentielles. Donc, M. Tidiane Thiam fait de la politique, à mon avis. Il fait de la politique. C'est maintenant qu'il porte son costume d'homme politique. C'est-à-dire que la politique, autrement, s'est noyée en cours de route. Maintenant, il est redescendu dans l'arène. Herman? Sur la question de l'article 48, on a fait ici le débat. Hein, je veux dire, on ne va pas revenir sur les différents épisodes du procès qu'il a eu. Aujourd'hui, bon, tout ce que je peux dire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai qu'on peut faire le débat, puisqu'il est dit, c'était en désuétude. Il estime qu'on a ressorti cela pour traiter son cas. À tort ou à raison, le fait est là, c'est qu'il n'est pas sur la liste électorale sur la base de cette loi-là. Moi, je dis plutôt, aujourd'hui, je me dis que Tidiane Thiam a plutôt perdu sa qualité d'être présent sur la liste électorale par défaut d'organisation d'une révision de la liste électorale pendant l'année 2025, telle que prévue par les dispositions légales. À ce niveau-là, on peut comprendre sa colère, parce que sa colère s'est sue après ces étapes, au-delà de l'article 48, puisqu'aujourd'hui, tout le monde admet qu'il est devenu ivoirien. Pourquoi donc il n'est pas sur la liste électorale? Juste parce qu'on n'a pas pu faire une révision de la liste électorale qui aurait pu le remettre dans le circuit. Très bien, voilà. Marius? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est encore un des propos de trop, une réponse de trop. On ne peut pas prétendre vouloir diriger un pays. Je dis bien un pays. Et puis on se dit ignorer la loi. Il dit, il a fait la requête, il a demandé justement. Il a demandé aux personnes qui l'entouraient. Personne n'avait connaissance de cet article-là. Mais vous savez très bien que les injures publiques, beaucoup l'ignorent, que c'est punissable. Mais dès lors que vous avez injurié quelqu'un, surtout via les réseaux sociaux, et que la personne que vous avez injuriée porte plainte, vous êtes arrêté. Et vous devrez répondre de votre injure devant la loi, puisque les injures sont interdites. Mais combien de fois nous n'assistons pas à des simples injures d'individus? Ce n'est pas parce que les gens ignorent la loi, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Herman l'a dit. Et les magistrats, lorsque vous arrivez et que vous dites vous ne saviez pas, et ils vous disent que lui n'est censé ignorer la loi. Très bien. La loi est impersonnelle. Alors, on a fait un article. Vous voulez être président de la République, mais passez au moins en revue avec votre conseil. Quand on veut même être simple président d'association, on passe en revue les statuts et règlements de cette association. C'est clair. Mais à plus forte raison, diriger un pays. Vous avez une constitution, vous avez un code électoral, vous voulez diriger un État, une nation, une république. Vous ne passez pas en revue avec votre conseil et puis vous êtes heureux de venir sur un plateau de télévision dire que j'ai même demandé à mes conseils, c'est que ces conseils sont totalement nuls. Non, ils ne sont pas nuls. Mais donc, ils devraient repartir à l'école de magistrature ou à l'école du droit. Ils ne sont pas nuls. Ils devraient repartir. Non, mais ils doivent repartir, apprendre le droit. Parce que je ne peux pas concevoir que moi, mon conseil m'induise en erreur. Très bien. Je ne paye pas un conseil pour qu'il m'induise en erreur. C'est parce que lui, Tidiane Thiam, il ne maîtrise pas la loi qu'il a payé un conseil pour l'instruire. Et ce conseil l'induit en erreur. Donc, il y a problème. Très bien. Donc, au final, il est tout à fait indiqué. Et ça, c'est bon pour tous les leaders qui veulent prétendre. Voilà, Saleh Tiemoko, il connaît les tests, il vient sur les plateaux, il les développe. Et pourtant, il n'est qu'un simple journaliste, il n'est pas homme de droit. Alors, à plus forte raison, Tidiane Thiam. Non, pardon, il a fait, c'est vrai, du droit et il est député, il vote là, mais il n'a pas eu le parcours d'un Tidiane Thiam qui dit tout connaître et tout savoir. Et un journaliste n'est pas simple.
Oui, c'est vrai. Bon, vous défendez votre corporation, je comprends. Merci Alors, beaucoup. salut à mon frère Assalé Tchemoko, qui est un brillant homme que j'admire bien. Et tous les journalistes, nous vous apprécions. Voilà, vous êtes Absolument, des hommes de valeur. absolument. À qui je voue beaucoup de respect d'ailleurs, les journalistes Alors, de Côte d'Ivoire. Daouda, on vous garde, parce je voudrais qu'on puisse donc avoir la dernière vidéo, et vous réagissez sur les deux, et on fait le tour, on termine, parce qu'il ne reste pas assez de temps. Il réagit également sur le plan B proposé par Billon pour que le PDCI ait un candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Réaction. Moi, je ne parle pas des gens que je ne connais pas. C'est un principe que j'essaie d'apprendre aux hommes politiques ivoiriens. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie, en tête à tête, une fois, le 11 mars 2024. Ouais. Si je pose la question, c'est qu'on a vu au PPACI, il y a quelqu'un qui s'est déclaré candidat au cas. Oui, mais Dombello a dit qu'il sera candidat. Net après moi, Dombello, c'est pas Billon, il a fait des choses pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour être quand même crédible, je suis désolé, moi le 3e pont, là, je l'ai signé en décembre 99, j'ai fait la centrale d'Azizo, j'ai fait des écoles partout, tous les centres électoraux, j'allais, c'est des écoles que j'ai construites, des écoles BAD, des collèges, des lycées de Boundiali. Bon, les Ivoiriens, ils vous connaissent à travers des réalisations. Qu'est-ce que M. Billon a fait? Il est le premier employeur du pays, par exemple. Je vous parle de faire à la force du poignet, pas hérité. Je dis fait. Pour vous, il n'est pas à la hauteur. Pour être candidat du PDCI demain, au cas où vous n'êtes pas là. Il faut un track record. De gestion de la chose publique, de démonstration qu'on a l'intérêt général à cœur. Très bien. Alors, Daouda Coulibaly, réaction sur les deux points. Autant que faire se peut. En tout cas, il va faire l'effort. Autant que faire se peut, je vais essayer. Parce que c'était d'abord sur la connaissance de l'article 48. Voilà. Lui, il ne sait pas. Il a posé la question à ses juristes. Ces juristes ne savent pas. Donc, je me suis posé véritablement des questions. Mais Barry a parlé de son cours de 2013 ou 2014. Mais il est important de rappeler à M. Tidiane Thiam que l'article 48 a été utilisé pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1981. Et ça, il faut que les gens le sachent. Pourquoi? Parce que la première affaire dans laquelle l'éligibilité d'un candidat au législatif a été contestée pour une nationalité étrangère, c'était en 1981 et c'est M. Alphonse Bonnet qui présidait la Chambre constitutionnelle en son temps, qui a dit qu'il peut examiner, il est compétent pour examiner le dossier dans le fond. Maintenant, malheureusement, après, ceux qui se plaignaient contre la personne n'ont pas pu apporter des preuves, donc l'affaire est restée comme ça. Donc je parle de 81. En 95, Christelle, Jenny Kobena. Feu Jenny Kobena a été écarté de la présidentielle. Pour quelle raison? L'article 48. L'article 48. Parce que on disait que son père et sa mère n'étaient pas nés ivoiriens, ils étaient nés ghanéens. Donc, comment est-ce que... Moi, ouais, je me suis posé la question, comment est-ce que... C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que M. Tidiane Thiam connaît vraiment les Ivoiriens? Est-ce qu'il connaît vraiment la Côte d'Ivoire? Parce que si vraiment tu connais les Ivoiriens, tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas t'asseoir sur un plateau et dire ce genre de choses. Si un ancien étudiant connaît cet article 48, si beaucoup de personnes depuis 1981, je tiens à vous rappeler que Feu Félix Houphouët-Boigny vivait encore. Ça, c'était le point sur l'article 48. Et il vous reste une minute. Maintenant, pour Billon, je vous ai dit dès l'entame de mes propos que c'était une foi à la condescendance et au mépris et à la suffisance. Parce que venir s'asseoir... Il ne l'avoir rencontré qu'une seule fois, en fait. Même si tu ne l'as jamais rencontré, mais il est important de rappeler que lorsque le PDCI était encore dans les difficultés, c'était difficile pour le PDCI, il y a eu ce qu'on appelait en son temps la Troïka. Et dans cette Troïka-là, M. Billon en faisait partie. Lorsque lui Tidiane Thiam, était absent, c'est Jean-Louis Billon et Guy Kaouye, et je ne sais pas, il y a une troisième personne, j'oublie le nom. Akoussi Benjo. Mais qui ont tenu la dragée haute. Avec la Troïka. Avec la Troïka. Le monsieur, il s'est battu, injecté de l'argent, tenu. Et même du vivant de Henri Konan Bédié, il n'a jamais caché sa volonté d'être candidat. Aujourd'hui, venir s'asseoir sur un plateau, mépriser la personne, parce que le mépris ne s'arrête même pas à Jean-Louis Billon. Il va même jusqu'à mépriser le président de la République. Moi, j'ai été fonctionnaire de ceci. Lui, il n'est qu'un fonctionnaire international. Mais il faut rappeler à Tidiane Thiam que Donald Trump, président de la première puissance internationale au monde, il touche 300 000 $ par an. Mais est-ce à dire que Jeff Bezos est plus important que Trump?
Est-ce à dire que Elon Musk est plus important? Macron en France touche 24 000 € par mois. Il est président de la France. Mais ça ne fait pas des richissimes hommes d'affaires français, des hommes plus. Bernard Arnault et autres, ils ne sont pas plus importants que Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron a une vision, a une gestion holistique du pays. Quand on n'a eu qu'une gestion juste fermée d'une entreprise, il ne faut pas s'arroger le droit. Il faut être moins condescendant, il faut être moins suffisant, surtout quand on veut diriger un peuple comme les Ivoiriens, un peuple divers et complexe. Merci, Daouda. On prend le point d'Herman. Rapidement, il faut préciser à Daouda qu'en 1995, ce qui a écarté Feu Jenny Kobenas, c'était plutôt l'article 48 de la Constitution et non l'article 48 du Code électoral. Du Code de nationalité. Pardon, du Code de nationalité, tout à fait. À ce niveau-là. Maintenant, pour revenir au cas Bion rapidement, le cas Bion, je pense bien que Bion aussi n'a pas, on a vu ses interventions, n'a pas été tout le temps élégant avec Thiam. Donc, ce moment-là, on peut permettre cela à Thiam. Ce qu'il a dit, ça n'a pas été plus choquant que certains autres mots qu'il a dit à l'endroit, par exemple, de sa fille, sa femme de ménage. Et ce qu'il a dit aussi, par moments, en faisant la comparaison avec le président, le président de la République, c'était moins élégant que ce qu'il a dit de Bion. Bon, je pense qu'on peut lui permettre, même si on estime que son interview, c'était un moment de colère où il est sorti, il a dit, il est allé... Daouda, vous n'avez pas la parole, je vous en prie. Allons-y, Herman. Je pense bien que pour le cas Bion, Bion a eu aussi par moment à lui sortir des mots, des propos non courtois, non élégants. Donc on peut le lui concéder. Est-ce que vous justifiez en réalité? Non, je ne justifie pas. Ça veut dire que... Il avait raison de rendre l'appareil? Non, je ne dis pas ça, mais je veux dire que ça peut arriver que pour dire à Bion aussi qu'il peut donner quelques coups, qu'il le fasse. Dans tous les cas, on est ici tout le temps à prêcher auprès des leaders politiques, d'avoir des propos courtois les uns envers les autres, pour que la politique se fasse dans un climat apaisé. Très bien. Voilà, donc là-dessus, il faut peut-être le lui concéder. Marius Kombo, est-ce que vous arrivez justement à lui concéder cela? Herman l'a dit, on le rappelle, même sur le plateau ici, quand il y a des échauffourées, on essaie de ramener justement le bon ton. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il avait quand même raison de lancer une petite pique ou de faire son point à Jean-Louis Billon, qui lui aussi, en certains points, n'a peut-être pas été très tendre avec le président du PDCI. Bion n'a jamais manqué de respect. On est tous contemporains de l'histoire récente de notre pays. M. Billon n'a jamais manqué de respect à M. Tidjane Thiam. Dans aucune de ses interviews. Je mets M. Aboua, Herman, de nous en démontrer le contraire avec des propos clairs de M. Billon, taxer M. Thiam de tout et de rien. Mais la façon avec laquelle M. Thiam a dépeint une personnalité du rang de M. Jean-Louis Billon est inacceptable. Mais qui est Jean-Louis Billon? Il parle d'un héritage. Mais on connaît des héritiers dans ce monde, dans cette Côte d'Ivoire, qui ont totalement disloqué l'héritage de leurs parents, qui n'ont rien pu faire de leurs bras, de leurs intelligences à la fin de l'exercice, ou bien même lorsqu'ils ont pris l'héritage de leurs parents. M. Billon et ses frères ont fait fructifier l'héritage de leur père, qui n'est autre que M. Pierre Billon. David, aujourd'hui, son petit frère, il assure les rênes d'une des entreprises de la boîte, quand l'autre, son jeune frère, lui, il s'est retiré de la gestion familiale. Mais bien avant de se retirer, c'est lui qui a construit tout ce que est le groupe syndical. Il a fait le comparatif de ses actions qu'il a eu à faire à Thiam. Il estime que Jean-Louis Billon n'a rien fait. Mais construire, quand on parle de construire, allez voir le groupe, puisque moi je suis un sachant, puisque je suis dans le système commercial. Mais je peux vous dire que les Billons, c'est des écoles construites pour nos enfants. Les Billons est sous la coupole, je veux dire, l'instigation de M. Jean-Louis Billon, c'est également... Non, je veux juste dire à Marius... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, il a quand même Herman, non, Herman. Il n'a pas toujours dit des choses de genre. Non, il ne peut pas toujours dire des choses de genre. Je vous en prie, messieurs. Il me demandait de lui montrer des éléments. S'il vous plaît. Je voulais le montrer. Laisse-le finir. S'il vous plaît, on le laisse finir. Tu lui viens à la rescousse. Non, s'il vous plaît, messieurs, on le laisse finir.
revenir et puis on c'est continue. un peu embêtant, mais l'exercice est difficile. On va continuer. Marius, je vous en prie. On va leur apprendre à savoir garder le calme le commentaire. et puis apprendre la parole. Allons-y, parce qu'on doit aller au Les Billons, c'est des écoles construites pour la Côte d'Ivoire. Les Billons, c'est des dispensaires, c'est des hôpitaux, c'est de l'électrification. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, financer des poches de la famille, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Les Billons, c'est l'une des fortunes qui paye le plus d'impôts à la Côte d'Ivoire. Et c'est avec les impôts et les taxes payées par les entreprises des Billons que justement la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire fait sa politique de développement. Où sont les impôts et les investissements des Thiam dans ce pays? Très bien. Eh bien, quand on parle d'héritage, M. Thiam, qui se compare à M. Ouattara pour terminer, il a 10 millions de dollars, dit-il, annuellement. À quoi a servi son salaire? Même une brique. M. Tidiane Thiam n'a pas construit en Côte d'Ivoire. Quand il vient à Abidjan, il loge chez ses parents. Non. Mais je le dis et j'assume. C'est un fait. Non, Marius, non. Parce que vous ne pouvez pas être payé à 10 millions de dollars et puis vous n'avez même pas construit une maison en Côte d'Ivoire. Donnez-moi la parole, Marius. Mais je vous en donne. Je vous la donne. Non, Herman, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, restons dans le débat politique, dans la mesure du sujet qui nous a été donné. Ne rentrons pas dans les problèmes personnels ou dans les points de famille. Je vous en prie, s'il vous plaît. On part au JT avec Isabelle Vauvor, qui est toute prête, et on se retrouve juste après. Dr Barry, Marius Komoé et Daouda Coulibaly. Avant donc de prendre langue avec Isabelle Vauvor pour le journal, nous devrions écouter Dr Barry pour son point justement sur la vidéo parlant du plan B proposé par le candidat déclaré Jean-Louis Billon au PDCI. Bon, écoutez, là, sur cette vidéo, je pense que M. Tidiane Thiam montre à tous les militants du PDCI, à tous les observateurs qui pensaient qu'il y aurait pu avoir un plan B au niveau du PDCI. Ça, je pense que ce n'est pas l'ordre du jour, il le dit clairement. Maintenant, je pense, analysant ses propos sur M. Jean-Louis Billon, pour moi, M. Tidiane Thiam a réglé des comptes personnels. Des comptes personnels avec M. Billon. Parce que Herman le rappelait tout à l'heure, il y a eu des émissions de télé où M. Billon n'a pas porté des gants contre lui. Donc, il a certainement saisi cette interview-là pour lui rendre les coups qu'il a reçus. Par exemple, quand il a dit que M. Thiam était un candidat hors sol, c'était un propos, c'était une attaque politique. Mais là où M. Thiam a un peu péché, à mon avis, c'est qu'il a un peu trop personnalisé le débat. C'est-à-dire? Quand il dit que je ne l'ai jamais rencontré, c'est un héritier. Non, il l'a rencontré une seule fois. Je l'ai rencontré une seule fois, du moins. C'est un héritier. Mais je pense que gérer un héritage, ça demande des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas gérer un héritage. Vincent Bolloré, dans sa famille, parmi ses frères, c'est le moins diplômé. Il a juste le bac. Mais c'est lui qui a grandi l'entreprise. Je pense que Donald Trump, ce n'est pas un diplômé de Harvard. Il a quand même développé l'héritage familial. De son père, oui. Et on n'en finit pas. Donc, une chose est de gérer un héritage, mais une chose est d'en faire un empire. Un empire. Et je pense que Jean-Louis Billon rentre dans ce cadre-là. Mais comme je l'ai dit, je l'ai senti d'une forme d'attaque personnelle. Il a certainement mal pris ce que Jean-Louis Billon a dit de lui, l'histoire avec les repéros entre griffes, l'histoire avec le jour où le débat va commencer, Thiam sera dépassé. Ça, c'est les propos de M. Tidiane Thiam, de M. Jean-Louis Billon, faisant allusion à M. Thiam. Donc, au vu de tout ça, il a certainement voulu réagir et pour moi, il a un peu trop personnalisé. Il pouvait lui lancer des pics sur peut-être ça, mais laisser les questions d'héritage familial, parce que c'est comme si tu banalises le personnage. Et à mon avis, ce n'est pas digne de M. Thiam. Très bien. Messieurs, toute dernière vidéo, justement, pour terminer cette émission et surtout terminer ce décryptage. Il a, dans cette émission, donc fait une comparaison de profil avec le président Alassane Ouattara. Écoutons ses propos. Certains disent... Vous avez le même parcours quasiment, du moins professionnel, avec Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il n'est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous l'expliquer. Les 500 premières sociétés du monde, par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international
au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais qu'est-ce que vous allez faire qu'il n'ait pu faire, puisque lui aussi, il avait des relations, il a des relations, il a ramené des fonds dans le pays. Fonctionnaire ou entrepreneur, leader de cette organisation, c'est la même chose. Mais sur quelle planète vous vivez? C'est un fonctionnaire international. Arrêtez. Au FMI, on est payé 400 000, 500 000 dollars par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Donc vous pensez qu'il n'est plus à la hauteur? Je ne sais pas qui il est. Moi, je suis un homme du privé. Ce que je peux apporter, c'est de la création d'emplois. Je sais comment on investit, je sais comment on dirige une entreprise. Je suis un manager, je l'ai prouvé. C'est pas une question de relation. Moi, je connais Mike Bloomberg parce que Crédit Suisse est un des plus gros clients de Bloomberg dans le monde. Je connais. Mais il a toujours dit qu'il avait aussi de grandes relations, des relations importantes. Le FMI, le rôle qu'il joue dans l'économie mondiale. Ils viennent dans les pays de temps en temps et ils regardent les grands équilibres macroéconomiques. Ça n'a rien à voir avec être sur les marchés tous les jours. Au total, Herman, il a démontré justement qu'il n'avait pas le même parcours avec le président de la République. Très souvent, les parcours ont été assimilés par les observateurs, mais là, il a dit, Franco, ils n'ont pas le même parcours. Décryptage. Moi, je trouve que, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que cette partie-là, cette séquence-là, c'est une séquence qui est maladroite. Au-delà de tout, il ne faudrait plus percevoir Alassane Ouattara comme un adversaire. C'est le président de la République. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'a pas forcément respecté le président de notre institution. Parce que banaliser tous ces fonctionnaires que les États envoient au FMI et autres, c'est vrai, on n'a pas tous la même chance d'occuper des grandes fonctions. Et même les Ivoiriens qui veulent venir diriger, présider, là, ils ne sont pas tous des fortunés. Je veux dire que la vie ne se limite pas. Et ça, je veux dire que c'est aussi un des quoi que ce personnage politique-là, je le dis, c'est vrai, il est brillant, il est premier. On ne doit pas avoir honte de dire qu'on est premier partout, mais je pense qu'il y a un peu de condescendance, comme Daouda l'avait fait remarquer dès le départ, surtout sur cette séquence. Et c'est pourquoi même j'ai dit que je trouvais cette séquence-là moins élégante, enfin très maladroit par rapport à la séquence où il parlait de Jean-Louis Billon. Voilà. Donc je pense que c'est, comme j'ai dit là, c'est vraiment un éléphant dans une chambre de porcelaine. Il casse tout. Et je pense qu'il est convaincu aujourd'hui qu'il ne sera pas, sur la liste électorale, il ne sera pas candidat. Donc c'est un peu comme une politique de terre brûlée, quoi. Très bien. Marius? Je suis peiné. L'humilité, c'est ce qui caractérise d'abord un grand leader. Surtout quand on a atteint un tel niveau de responsabilité au plan mondial. Sur un plateau de télévision, venir s'exhiber de la sorte pour quelqu'un qui envisage diriger tous les Ivoiriens, y compris lui-même M. Ouattara, et les membres de la famille de M. Ouattara. Si d'ordinaire, il est président de la République, il est président non seulement de tous les Ivoiriens, y compris M. Ouattara. Donc, cette façon de s'exprimer pour quelqu'un qui veut prendre qui compte avoir notre destin entre ses mains, ça me laisse dubitatif. Je n'ajoute plus rien. Très bien. Docteur Barry? Christelle, cette séquence, je la mets en lien avec la première vidéo qu'on a passée, où il dit qu'il a rencontré le président Ouattara pour lui demander s'il allait être candidat. Oui. Je pense que c'est un monsieur qui a été déçu. Déçu peut-être, il s'attendait à ce que M. Alassane Ouattara lui fasse la passe, une manière de parler. Ça n'a pas été fait, donc il se lâche. Maintenant, revenant à ses propos, il fait une comparaison, mais la comparaison n'est pas un problème. Monsieur Thiam, qu'il ait été gestionnaire de gros fonds, c'est un fait. Qu'il ait été premier de classe, personne ne peut lui enlever ça. Mais c'est cette forme de banalisation de l'autre qui me dérange un peu pour moi. Parce que quand il dit que M. Ouattara n'était qu'un fonctionnaire international, mais quand vous gérez des fonds financiers, que ce soit à Londres, à la City ou à Paris au 440, mais vous travaillez pour des gens, l'argent ne vous appartient pas. On vous dit de gérer. La preuve, si vous faites une mauvaise gestion, vous partez en prison. Bernard Madoff, à Wall Street, lors de la crise économique de 2008, il gérait des milliards de dollars. Mais quand il a escroqué les gens, il est allé en prison. Donc, le fonctionnaire international, c'est une profession. Être fonctionnaire, c'est une profession digne. Vous avez une expertise.
M. Alassane Ouattara ne rentre pas au FMI parce qu'il est Alassane Ouattara, mais c'est parce qu'on lui a trouvé des compétences. Et il n'a pas rougi de sa carrière. M. Thiam, c'est un financier polytechnicien. Il a sa carrière. Le général de l'armée, il a sa carrière. Donc le général, parce qu'il ne gagnerait pas 5 millions, l'entrepreneur qui a 100 millions, 100 milliards est mieux que lui. Non. Dans la vie, chacun a sa trajectoire. M. Alassane Ouattara a été au FMI. Il a été à la BCAO. Il est président de la République de Côte d'Ivoire, après avoir été Premier ministre. Il n'a pas à rougir de ça. Maintenant, banaliser, si c'est un fonctionnaire international, imaginez-vous si c'est un agriculteur qui veut être président de la République. Il est capable de lui dire que c'est un pauvre agriculteur. S'il ne vend pas ses produits, il ne pourra rien avoir. Donc moi, je pense que M. Thiam a subi une déception vis-à-vis de M. Ouattara. Donc il saisit cette opportunité-là pour lui donner une grosse punchline. Très bien. Daouda, sur ce point, on termine avec vous. D'accord, merci beaucoup. À l'analyse des faits, Christelle, je pense que M. Tidiane Thiam est désillusionné. Parce que vous avez montré la séquence du président Ouattara, mais la séquence, dans l'une des autres séquences, il parle du président Macron. C'est lui qui aidait Macron. Bon, à la limite, Macron n'était rien quand lui, il était quelqu'un, tout et tout. Je pense que M. Tidiane Thiam a vendu ce rêve-là à ses militants. Je connais du monde, je connais Bill Clinton, je connais Barack Obama, je connais toutes les fortunes du monde, tout et tout. Il a fait le tour du monde et il est venu se rendre compte que malgré toutes ces connaissances-là, il n'est pas sur la liste. Donc, se sentant lâché par ceux qu'il pensait être ses supporters, donc il tire à boulet rouge sur tout le monde. Maintenant, je reviens sur le cas Ouattara. Quand vous écoutez M. Tidiane Thiam, il y a comme une forme de mépris à l'endroit des fonctionnaires, comme Barry l'a dit. Mais je pense que le jour où Tidiane Thiam devient fonctionnaire en Côte d'Ivoire, si c'est en 2025, je tiens à lui rappeler qu'il y a un peu plus de 300 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Mais tous ces 300 000 fonctionnaires-là, ils votent. Ce sont des électeurs. Il ne faut pas avoir du mépris pour les prolétaires entre griffes, pour ceux qui n'ont rien. Parce que lui, quand je l'écoute, il est dans une forme d'élitisme. Et avant que nous partions au JT, je vous avais rappelé cela, pour dire que le président américain touchait 300 000 $ par an. Je disais que le président Macron touche 24 000 € par mois. Calculé, ça n'atteint pas le montant que lui, il touchait. Maintenant, pour aller plus loin, lorsque Ouattara quittait le FMI, il a été célébré. Célébré en euros là-bas. Pendant que lui, quand il quittait Crédit Suisse, ce sont beaucoup de procès qui lui sont collés sur le dos. Des accusations d'espionnage de ses collègues et autres qui lui sont collés sur le dos. Donc, il faut sortir de ce type de mépris, de ce type de condescendance et de ce type d'arrogance assumée. Il vient sur un terrain, il faut maîtriser la sociologie politique des Ivoiriens. Est-ce qu'il connaît véritablement les Ivoiriens? Est-ce qu'il connaît leur façon de penser? Très bien. Ce que nous avons vu là, franchement, j'aimerais juste terminer par ça. J'ai écouté 53 minutes d'interview, mais c'était 53 minutes de désastre. 53 minutes de catastrophe. J'ai envie de dire, comme le titre d'un film, 53 minutes en enfer. Parce que franchement, ça a dépassé les limites. C'est pas trop dur, ça? C'est très... En fait, c'est dur, mais c'est le mot qui sied. Parce que, pour parler comme deux journalistes qui ont écrit sur François Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Parce qu'à la limite, j'ai vu M. Tidiane Thiam parler, mais souvent quand moi je parle sur ce plateau, même Marius ou Barry ou Herman, on parle avec des grands gestes, hein, on va dans tous les sens. Bon, j'ai vu un collègue chroniqueur, voilà, malgré tous ses diplômes, mais bon, franchement, lui et nous, c'est la même chose, quoi, en fait. Donc, voilà. Il n'est pas mieux que nous autres. Chroniqueurs qui l'insultent, qui traitent d'imbéciles et d'idiots. Parlons donc du confrère... Arthur Banga et de Yacouba Doumbia. Parce qu'ils n'ont fait que juste analyser. Et là encore, il n'a pas encore pris le pouvoir. Voici les propos qu'il tient. Mais si Tidiane Thiam prend le pouvoir... Ils ira en prison. Je me demande si ce plateau-là, si nous, on pourra encore parler. On ira tous en prison. On termine, s'il vous plaît, messieurs. Le point, on termine. Est-ce que vous pensez qu'avec cette interview, on met à mal justement la demande du dialogue politique souhaité donc par le Front commun, donc PDCI dirigé par lui, et le PPACI? Je voudrais commencer par vous, Barry. Non, ça fait partie du jeu politique. Qu'un acteur politique dérape, ça va arriver. Et ça arrivera toujours. À mon avis, ça ne met pas à mal le dialogue politique. Parce que si lui, il ne veut pas dialoguer,
Le PPACI est là. Il suffit que la Likanzou, la preuve, Capsi, ils ont rejoint le dialogue. Et lui-même, M. Tidiane Thiam, demain, il peut faire une autre interview où il change complètement de trajectoire. Parce qu'il est venu, au début, il était tout doudou. Faire la politique autrement, même si le concept faire la politique autrement semble s'être noyé dans la lagune et briller. On termine rapidement, on fait un petit tour de table sur le next step. Je voudrais quand même inviter Daouda lorsqu'il parle des acteurs politiques, c'est vrai, ils ne sont pas là pour se défendre. Je pense que tu n'as pas le droit de nous donner des leçons de morale sur ce plateau. Tu donnes ton point. Mais tu me convoques souvent dans les propos ici. Mais Daouda, tu vas pas le faire tout le temps. Tu me convoques souvent dans les propos, je ne t'interpelle pas là-dessus. Tu peux me laisser parler. En tout cas, merci. Mais pourquoi? Ce n'est pas une leçon de morale que je te donne. Tu me convoques souvent dans les propos. Oui, mais moi j'ai des enfants éduqués. J'ai envie de poser la question aux gens de Live TV. Que vraiment, je pense que Tidiane Thiam vous donne le boulot. Tidiane Thiam vous donne le travail. Vraiment, de Dieu. Moi, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Marius Kamwe est touché. Ils disent qu'ils ont vu la vulgarité du président Tidiane Thiam. C'est vrai? Ah bon? Vous voulez qu'on vous sorte les propos de M. Alassane Dramane Ouattara alors qu'il était opposant? Tidiane Thiam, c'est la première fois qu'il fait une sortie comme ça. Pour vous, c'est une erreur. Moi, je vois juste un homme qui en avait marre et qui, pour une fois, a voulu montrer son côté nouchi. Et là, vous savez aujourd'hui que lui aussi, il peut être nouchi. Tout ce que vous faites, lui aussi, il peut faire. Sur vos plateaux, Daouda, tout le temps, passe son temps à fustiger le monsieur, à manquer le respect, à intimider, à insulter copieusement le monsieur. Pour une seule sortie, vous organisez tout un débat pour nous expliquer comment il a mal fait. Comment il n'est pas présidentiable. Bon, qui est présidentiable? Alassane Ouattara, qui, alors qu'il était opposant, disait qu'il va niagami le pouvoir, traitait son adversaire en disant qu'il va faire tomber le président Babo, il tombera comme un fruit pourri. C'est lui-là dont vous parlez. Celui qui appréciait les coups d'État, c'est lui-là dont vous parlez. À un moment donné, dites-moi de manière réelle, pour qui vous nous prenez? On ne peut pas tout accepter, surtout pas tout et n'importe quoi. Les propos de Tidiane Thiam étaient des propos de légitime défense. Vous avez attaqué le monsieur plusieurs fois. Il a pris sur lui, il est resté tranquille. Et un bon jour, il est sorti. Et il est entré dans la boue avec vous. Oui, Tidiane Thiam vient de vous montrer qu'il peut s'asseoir dans des bureaux feutrés et bien vitrés, bien parfumés. Mais il peut aussi sortir de là et venir vous retrouver dans la boue. Et dans les deux cas, il vous bat. C'est ça qui vous dérange. Le fait qu'il vous bat dans les deux camps. Et je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent il a dit qu'il a aidé le président Laurent Gbagbo à prendre le pouvoir en 2000. Il a dit ceci, il a dit ceci. Mais s'il a aidé le président Laurent Gbagbo à prendre le pouvoir en 2000, quel est votre problème? Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir aujourd'hui. Vous croyez vraiment que Tidiane Thiam peut attaquer le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, alors qu'ils sont en alliance? Vous trouvez ça crédible que le président Tidiane Thiam soit en alliance avec le président Laurent Gbagbo et qu'ils soient en train de l'attaquer? Arrêtez de nous distraire. Le président Tidiane Thiam a été clair sur le cas du président Laurent Gbagbo. Et des contemporains sont là. Il dit que le président Laurent Gbagbo a voulu le nommer Premier ministre, mais il a dit qu'il ne pouvait pas payer son secteur privé, le payait bien. Il était bien payé. Il était bien payé. Il y a aussi des différences politiques. Le président Laurent Gbagbo, c'est un souverainiste, un panafricain. Est-ce que Tidiane Thiam, c'est un souverainiste, c'est un panafricain? Ça reste à voir. Ça, on ne sait pas. Je ne me prononce pas dessus parce que je n'en ai pas envie. Tidiane Thiam vous a fait beaucoup de mal et je ne veux pas me retrouver en train de dire un mot qui serait déplacé ou quoi que ce soit. Non, j'apprécie tout ce qu'il a eu à dire aujourd'hui. Je l'apprécie. Ce qu'il a dit au président Laurent Gbagbo n'est pas un manque de respect. Il a dit ce qu'il avait à dire. Alors, il ne faut pas que vous venez distraire les militants du PPACI sur les réseaux sociaux. Parce que là, ça n'a pas été dit par Marius Kamwe. Mais sur les réseaux sociaux, ils ont essayé tant bien que mal de nous montrer ça et là, comment il a... Non, arrêtez-nous ça. La dernière fois, le président Laurent Gbagbo est sorti, il a dit qu'on va faire la bagarre. Vous avez organisé des débats pour parler de ça. Mais Tidiane Thiam vient de vous montrer. Après la sortie musclée du président Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam vient de faire une sortie musclée. Vous savez ce que ça signifie, chers militants du PPACI et du PDCI? Ça signifie que ces deux leaders sont en train de chauffer leurs militants à blanc. Le président Tidiane Thiam, comme le président Laurent Gbagbo, sont en train de chauffer leurs militants et leur faire comprendre que la température et le mercure vont monter d'un cran. Mais si Tidiane Thiam reste toujours conciliant, non. Mais ces militants ne seront pas chauds. Il faut qu'ils soient chauds pour qu'eux aussi soient chauds au PDC-RDA. Il faut allumer. Nous sommes face à un régime dictatorial. Un régime malpoli, délinquant, voyou, criminel. Il ne faut pas continuer à les cacher dans le sens du poil. Alors moi je dis encore pour une dernière fois, parce que c'est la dernière vidéo que je fais par rapport à cette interview. Le président Thiam a touché où ça fait mal. Et quand ça fait mal à M. Alassane Ouattara, nous, ça nous fait plaisir. Le monsieur avait chanté, non?
Si tu es fâché, ça fait mal à quelqu'un. Et puis quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. C'est de ça on parle. La team, partagez massivement la vidéo, on se voit pour une autre vidéo.